Piratage de réseaux Wi-Fi, la plupart des réseaux vulnérables avec une méthode très simple. Les attaques par déni de services distribués font trembler Internet. De grandes organisations sont touchées et beaucoup tombent. Des pannes réseau peuvent toucher tout un pays. Une faille dans le protocole DNS aurait pu mettre tout Internet à genoux. Ceci n'est qu'un aperçu des failles réseau critiques et de leur ampleur. Pour les comprendre et les corriger, il convient de comprendre d'abord les bases des réseaux informatiques. Connaître les réseaux informatiques, comme beaucoup d'autres domaines, implique des années de travail et d'expérience. L'avantage pour vous, c'est que si vous commencez maintenant, vous serez celui ou celle qui aura cette expérience dans 1, 2 ou 5 ans. Dans ce cours, on va tout particulièrement adapter les explications qui suivent au contexte de la cybersécurité. On commence donc avec les bases de toutes les bases, le modèle OSI, qui signifie Open Systems Interconnection. Je vous avais dit que l'anglais est toujours utile. Quoique dans ce cas, il ne nous aide pas vraiment, hormis spécifier une interconnexion entre systèmes, et c'est justement le but de ce modèle, standardiser les communications informatiques avec des normes internationales. En d'autres termes, tout ce que vos systèmes informatiques et vos réseaux font, notamment pour voir cette vidéo, est basé sur ce modèle. Et vous allez voir que c'est plutôt bien pensé. Le modèle contient 7 couches, il faut les voir comme des poupées russes car c'est une encapsulation et une décapsulation de données qui est faite en pratique. Imaginez que vous devez envoyer une lettre. Vous la placez dans une enveloppe qui, elle, à son tour, peut être placée dans un colis et qui arrive ensuite dans une boîte aux lettres. À la réception, le cheminement inverse est effectué, la boîte aux lettres est ouverte, le colis est ouvert, l'enveloppe est ouverte et la lettre est finalement lue. Avec les réseaux, c'est pareil, les données brutes vont recevoir à chaque couche des informations supplémentaires. Des en-têtes notamment que vous pouvez comprendre comme des empaquetages ajoutant des informations dans un but précis, par exemple de suivi. J'ai ici un exemple de ce modèle OSI en pratique avec un ordinateur qui envoie quelque chose, celui de gauche, et l'ordinateur qui reçoit les données à droite. Vous voyez que de haut en bas sur la gauche, on a l'encapsulation, et ensuite à droite, on a la décapsulation. Et vous voyez donc que dans les couches de premier niveau, on va en parler dans un instant, on a nos données brutes, c'est notre fameuse lettre qu'on écrit. Et ensuite, lorsqu'on descend dans les couches, on va empaqueter cette lettre. On va par exemple ici, dans la couche transport, y ajouter l'enveloppe. On va ensuite la mettre par exemple dans un colis. On va ensuite arriver dans une boîte aux lettres, etc. Du coup, lorsqu'on arrive à l'ordinateur qui réceptionne l'information, c'est pareil, il a la boîte aux lettres, il va donc ensuite l'ouvrir, donc vous voyez qu'on redépaque les données, on les ouvre tout simplement, et on lit ce qu'il y a dedans. Donc on revient à nouveau dans le colis, on ouvre à nouveau le colis, on arrive dans l'enveloppe, et ensuite on ouvre enfin l'enveloppe et on arrive à nouveau aux données. C'est comme ça que les réseaux fonctionnent tout simplement, et bien sûr ici, c'est pas forcément un empaquetage au sens propre du terme, mais on rajoute par exemple des données d'en-tête, comme ici les headers, et des fois on a aussi des données de fin, ici des trailers. Ça pour l'instant c'est des détails techniques qui ne changent pas grand chose, il faut juste comprendre que ça fonctionne ainsi. Prenons donc ce modèle OSI du début avec la couche de numéro 7 qui est la couche application. C'est habituellement la couche qui est en contact avec l'utilisateur. Rappelez-vous de notre courrier dans l'exemple précédent où vous écrivez vous-même la lettre à la main, vous êtes à ce stade un utilisateur qui communique avec d'autres utilisateurs via ces lettres. Et vous envoyez votre lettre et la recevez d'ailleurs sans chercher à savoir pourquoi ni comment, ça fonctionne tout simplement. Le terme utilisateur est donc bien adapté, vous utilisez le service et c'est tout. Il peut donc par exemple s'agir ici de votre requête via le navigateur web également, qui dit je veux visiter la page web de cyberini.com, peu importe comment, je veux ensuite voir le résultat ou publier quelque chose sur le site, et cela se matérialise par un premier protocole de niveau 7 qui est HTTP. Il sert tout simplement à standardiser, encore et toujours, l'envoi et la réception de pages web. Par exemple, vous pouvez demander la page de contact au lieu de la page principale du site, et il faut donc que le service correspondant vous renvoie la bonne page. HTTP n'est évidemment pas le seul protocole possible, mais il est utilisé dans le cas des communications réseau avec les pages web, avec le web en somme. Vient ensuite la couche de niveau inférieur, la numéro 6, qui est la couche présentation.
Celle-ci peut par exemple appliquer une compression de données ou un chiffrement de données. Prenons un exemple tout bête, si vous écrivez le nombre 10, vous n'avez pas besoin d'écrire 00010, 10 en lui-même suffit et on peut donc compresser des données pour gagner de la place, surtout si la compression est dite sans perte, c'est-à-dire qu'on n'impacte pas les données. Pour notre lettre, c'est comme si on découpait les bords blancs inutiles qu'il y a autour ou que l'on y appliquait un certain encodage de votre message que vous pouvez d'ailleurs comprendre comme une sorte de traduction dans une autre langue, ça n'impacte pas la donnée au final puisque le message passe toujours. Chaque couche utilise en fait la couche de niveau supérieur et passe ensuite les informations à la couche de niveau inférieur. Dans cette couche 6, elle reçoit donc les données comme il faut. Tout ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle chiffre, elle traduit ou compresse par exemple le contenu et le passe à la couche en dessous. Inversement, c'est ce que je disais, lorsque la communication arrive au destinataire, les couches font systématiquement la démarche inverse. Donc ici, la couche 6, elle va prendre les données chiffrées ou encodées de la couche d'en dessous et elle va les passer déchiffrées, décodées ou peu importe ce qui a été fait à la couche au-dessus. Vous y voyez à présent bien ce flux d'empaquetage et de dépaquetage de données en forme de U en fait. La couche 5, à présent, c'est la couche session qui, elle, va s'occuper des sessions, justement, et donc d'ouvrir et de fermer des communications entre entités. Elle peut notamment garder des traces des données transmises pour les procédures d'authentification et d'autorisation, comme les noms d'utilisateurs, tout simplement, et les mots de passe. Différents protocoles ou applications aident, là encore, à gérer les sessions dans cette couche précise, et par exemple, à les reprendre, ces sessions, par la suite. C'est comme envoyer un message dans la lettre qui fait suite à une communication déjà établie du type partie 2 à l'attention de monsieur machin ou truc. On passe le tout à la couche numéro 4, très importante car elle marque le départ des données, c'est la couche transport. Son rôle, c'est de s'assurer que votre lettre arrive à destination correctement. Il va par exemple ajouter un numéro de suivi, il va vous retourner l'enveloppe si vous vous êtes trompé d'adresse, etc., etc. On a ici le protocole TCP et son cousin UDP qui sont les plus importants. Le rôle de TCP, c'est justement ce qu'on a vu, c'est de pouvoir acheminer les données correctement. Il va par exemple être capable de fragmenter vos données et de les réassembler dans l'ordre, voire de les renvoyer si besoin. Et il va contrôler que ce que vous avez envoyé arrive bien en entier, sans erreur, à destination. UDP à l'inverse, lui, il va privilégier la vitesse en omettant les vérifications. C'est comme si le facteur, il jetait les colis en vrac chez le destinataire, en sachant que certains peuvent être cassés, perdus en chemin, bref, il peut y avoir des problèmes, mais c'est pas grave, il envoie. Techniquement parlant, UDP est en fait surtout adapté pour du streaming vidéo, comme celle que vous visionnez, où si l'on perd une image, voire une partie d'image, ben c'est pas très grave, la vidéo n'est pas nécessairement impactée, on arrive toujours à comprendre le message. Couche suivante, la couche numéro 3, qui est la couche réseau. Imaginez par exemple qu'il y ait un centre de tri, avec une camionnette d'un point A à un point B, un avion ensuite jusqu'au point C, puis de nouveau une camionnette, etc., etc. Car oui, Internet est international et il y a donc à présent des protocoles, dont le fameux protocole IP, qui permettent d'acheminer les données où il le faut à travers le monde. IP ne sait pas en fait spécialement ce qu'il transporte, il sait juste qu'il transporte quelque chose de fiable grâce à TCP, et le voilà donc qui arrive chez le destinataire. Bonjour, voici votre colis. Au revoir. Couche numéro 2, la couche de liaison des données. Là, vous pouvez comprendre la liaison comme si c'était un membre de votre famille qui reçoit le colis et que celui-ci vous le donne en main propre. Et oui, car une fois les données à destination, il faut encore s'assurer que le bon correspondant soit là et qu'il reçoive, lui, les données. Techniquement parlant, votre box Internet transmet à présent, via le protocole Ethernet et les adresses MAC, les données à votre équipement informatique, PC, smartphone, peu importe. On y est presque, dernière couche, la couche physique, qui prend tout ce qu'on a vu et qui le transmet concrètement sur le réseau bit par bit, donc par exemple avec le courant électrique ou les ondes. Ici, il est plus difficile de l'imaginer par rapport à notre lettre, on peut le voir comme le stylo qui écrit la lettre en tant que tel, et les yeux qui reçoivent, qui captent les informations du message, caractère par exemple. Plus concrètement, voici chaque équipement réseau utilisé dans chaque couche. Pour les 3 premières, on dit souvent que c'est l'affaire du programmeur, car il s'agit d'une application réseau comme un navigateur web, un logiciel de messagerie instantanée, un jeu vidéo, etc. Pour la couche transport, il y a par exemple des pare-feux qui peuvent surveiller ou bloquer des communications.
Dans la couche réseau, on a les fameux routeurs, qui vont établir un lien entre deux réseaux différents. Par exemple, vous avez votre réseau local, domestique, et votre ami avec qui vous communiquez dans un jeu ou dans une application de chat, lui aussi a son réseau local. Pour interconnecter les deux, des routeurs vont permettre de router, donc d'acheminer les données au bon endroit. Je vous mets d'ailleurs les icônes standardisées en réseau, dont celle-ci qui représente donc un routeur. Dans la couche 2, on a les switches, qui eux vont permettre à différentes machines d'un même réseau de communiquer ensemble. Rappelez-vous, on veut communiquer de votre PC au PC de quelqu'un d'autre, donc il ne faut pas que la communication arrive sur votre smartphone qui serait connecté au même réseau Wi-Fi par exemple. Et puis la dernière, eh bien, ce sont les câbles réseau tout simplement, ou les ondes Wi-Fi. Chacun de ces équipements ne s'occupe théoriquement que de sa propre couche. Le switch, par exemple, s'occupe du niveau 2 et c'est tout. Les adresses IP de niveau supérieur, il s'en moque totalement. Lui, il connaît juste les adresses MAC pour savoir qui communique avec qui dans le même réseau. Le routeur, lui, s'en moque qu'on cherche à visiter un site ou que l'on ait tiré une balle dans un jeu, il voit les adresses IP et sait où transmettre les données le plus vite possible. Le jeu, quant à lui, tout en haut, il dit machin a tiré sur truc, envoie ça sur le réseau et c'est tout. À vous de jouer, cher routeur, switch, etc. Une dernière note par rapport à ça, la box internet, pourquoi on l'appelle la box? Parce que justement, elle regroupe plusieurs de ces équipements, notamment un routeur, un switch, un point d'accès sans fil Wi-Fi, et potentiellement même un pare-feu. Mais ça ne change pas au fonctionnement du réseau, il y a quand même tous ces équipements qui sont utilisés en pratique. Modèle TCP/IP. Dans les explications précédentes, on a donné l'analogie du service postal et du facteur par rapport à nos communications réseau. Mais vous avez sans doute remarqué que certaines étapes pouvaient être omises ou en tout cas simplifiées. En fait, le modèle OSI est avant tout un modèle théorique qui peut ensuite être adapté suivant les situations. C'est aussi pour cela que je n'ai pas déroulé l'exemple de la page web avec le modèle OSI, car techniquement parlant, pour le web, c'est plutôt la couche dite TCP/IP qui est utilisée. Mais rassurez-vous, on n'a pas tout appris pour rien, non seulement car le modèle OSI est applicable dans d'autres cas, mais surtout car le modèle TCP/IP en lui-même est basé sur ce modèle OSI. Le voici en comparaison avec le modèle OSI justement. Tout comme notre lettre n'a pas besoin de subir absolument des phases d'écriture, de traduction, de compression, etc., on peut simplifier les trois couches hautes du modèle OSI comme une seule et même couche application. D'autant plus que certains protocoles peuvent parfois faire le travail de plusieurs couches en même temps, donc bref, on simplifie. Dans notre couche application de ce modèle TCP/IP, on a donc des protocoles populaires comme HTTP pour le web, FTP pour le transfert de fichiers ou encore DNS pour la résolution de noms de domaine. C'est comme la lettre que vous envoyez, elle peut avoir plusieurs formats, plusieurs buts, voire même envoyer autre chose que du texte pur. Rappelez-vous, la couche application, c'est celle en contact avec l'utilisateur, c'est celle qui prend le relais lorsque l'utilisateur demande par exemple d'afficher Cyberini dans le navigateur. La couche transport, elle reste la même, c'est toujours TCP, enfin c'est en tout cas ici particulièrement TCP qui est utilisé pour transporter les communications web. En effet, vous ne voudriez pas demander une page web et recevoir que la moitié ou carrément une autre page, voire aucune réponse. TCP, pour rappel, c'est celui qui gère tout cela pour que tout soit transporté correctement, couche transport. La couche réseau ensuite, elle aussi elle reste la même, mais elle est dédiée au protocole IP. On a le nom qui se complète, modèle TCP/IP. IP se charge toujours de l'acheminement d'un point A à un point B, en passant probablement par un point C. En d'autres termes, IP prend les données de TCP et les transfère au bon endroit. Vous êtes en communication avec un serveur web qui traite vos demandes, il faut donc son adresse IP pour savoir à qui faire les requêtes, et lui aussi, il doit connaître votre adresse IP pour vous envoyer les données au bon endroit. IP permet donc de faire le transport de l'un à l'autre. Enfin, on a la couche basse, dite de liaison ou d'accès réseau, où les protocoles Ethernet et Wi-Fi agissent. Pour rappel, votre page web arrive à présent en entier, sans erreur sur l'adresse IP de votre box. Votre box envoie maintenant les données à votre ordinateur, smartphone ou peu importe. Elle utilise donc le protocole approprié pour cela et évite que ce soit votre frère à l'étage qui reçoive la page alors qu'il n'a rien demandé. Petite pause pratique pour le moment où l'on va faire une démonstration réelle avec vraiment quelque chose de concret pour expliquer ce modèle TCP/IP. Je suis ici sur une page web créée dans le cadre d'un cours vidéo que j'enseigne notamment sur Cyberini.
La question ici n'est pas de savoir quel est le site et comment le télécharger, ça ne change absolument rien, c'est juste pour vous illustrer le principe. J'ai par exemple ici un menu qu'on pourrait considérer comme un menu d'administration pour se connecter à son compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si ici j'entre des informations, que je me connecte, et ici vous voyez que, encore une fois, en tant qu'utilisateur, nous c'est tout ce qu'on fait, c'est notre fameuse lettre qu'on écrit, on entre les informations, on clique sur se connecter, et puis on reçoit une réponse, c'est comme une lettre de réponse. Mais il s'est passé tout ce modèle TCP/IP derrière tout cela, et on a pu enregistrer ce qui s'est passé, notamment avec un analyseur réseau comme Wireshark, qui permet très bien de faire cela. Et ici, on a tout particulièrement notre fameuse requête. Donc c'est une requête HTTP POST qui a été faite. HTTP, pour rappel, protocole de niveau 7, de niveau applicatif en tout cas. Et regardez bien ici dans Wireshark, on a justement nos fameuses couches où l'on a, alors frame ici, c'est justement notre ligne, hein, c'est le tout, c'est tout le paquet, c'est tout le modèle, si vous voulez, qu'on a reçu. On a, alors ici c'est dans l'autre sens, hein, on a d'abord Ethernet, avec, ici vous êtes donc dans la couche la plus basse de modèle TCP/IP. On remonte ensuite dans IP, rappelez-vous le fameux protocole IP, on a TCP, et ensuite on a HTML. On a vraiment ici le modèle TCP/IP qui est calqué en couche, avec des données concrètes. Alors je vais essayer juste de monter un petit peu tout cela pour qu'on puisse vraiment voir tout clairement. Voilà, donc regardez bien, si je clique sur Ethernet, eh bien il me sélectionne en bleu juste ces petits points-là. Alors je ne vais pas réussir à montrer en même temps que ma souris, mais alors je vais refaire comme ça. Ce qui est sélectionné en bleu, c'est ce qui constitue le protocole Ethernet, ce qui permet à Ethernet d'interagir correctement pour tout ce qui est réception, communication des données. On a ensuite, si je descends, regardez bien, IP, qui est la suite. Ici, c'est matérialisé par des points. En fait, c'est parce que le protocole IP a besoin, par exemple, d'adresse IP, etc. On n'arrive pas forcément à le décrire de façon humaine. Ça peut être un protocole qui est, par exemple, avec des octets, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on n'affiche pas, ici, Wireshark ne met que des petits points, parce qu'il n'arrive pas à comprendre nécessairement ce que ça veut dire, mais tout le système, tous les réseaux le comprennent, bien entendu. Là, c'est vraiment des détails techniques, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. On va remonter un petit peu, TCP, et là, vous voyez que, alors c'est un petit peu descendu, mais on arrive à la suite. Là, c'est pareil, TCP s'occupe des ports sources, ports de destination, c'est tout ce qui est marqué ici, avec des numéros de séquence, d'acquittement. Ça encore, c'est très technique, on va pas pour l'instant s'en intéresser. Et enfin, vous avez HTML qui est en fait tout le reste du message, et qui lui, pourtant, se voit bien parce que on est dans nos données, tout simplement brutes, c'est notre lettre. Donc on a écrit notre lettre, et on en a ces diverses couches, vous voyez, qui se sont mises au-dessus. C'est un petit peu comme si on avait empaqueté, comme on le dit depuis avant, on avait fait une enveloppe, puis un colis, etc. Et on a envoyé le tout sous forme ici de trame Internet que Wireshark nous représente par toutes ces informations. Et une fois que tout ceci est arrivé, le serveur va donc pouvoir faire la démarche inverse, il va donc pouvoir redépacter toutes les données, et puis recevoir la requête, l'exécuter, et refaire de nouveau la même chose, le renvoyer cette fois-ci à l'internaute. C'est du coup la seconde trame qui arrive et qui affiche tout simplement le résultat de la page. Cette fois-ci, vous voyez, la lettre en question, ben, c'est ici le contenu. Pour le coup, c'était mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe. Et on a bien sûr à nouveau hein, tout le même modèle TCP/IP qui est appliqué dessus. Et pour le coup, petite anecdote intéressante, puisqu'on parle de sécurité ici dans ce cours, on le voit ici dans Line Based Text Data, tout simplement le code HTML qui est envoyé, c'est la lettre qu'on reçoit du serveur. Alors juste une petite note, une petite anecdote avant de continuer, en revenant sur la trame précédente, qui était pour rappel notre demande, on envoie le mot de passe et le nom d'utilisateur. Et bien, en faisant la référence avec justement la sécurité réseau, vu qu'ici on est au protocole HTTP et non pas HTTPS, vous le voyez ici indiqué, protocole HTTP, et du coup, si on regarde le contenu de notre lettre, ce que nous on a envoyé, et bien regardez, on voit nom d'utilisateur et mot de passe, on le voit en clair. Lorsque je dis on le voit, ça veut dire que, puisqu'on n'utilise pas un protocole sécurisé, les données sont transmises de façon visible à travers notre réseau local. Si un pirate informatique se trouve également dans le réseau, par exemple s'il a réussi à se connecter à ma box internet et qu'il arrive, comme je l'ai fait ici, à lire le trafic, lire les communications, eh bien, il aurait pu voir mon mot de passe en clair. Là vous avez un des points fondamentaux de la sécurité réseau, avec notamment la sécurité web et le protocole HTTP.
Je suis ici dans le logiciel Cisco Packet Tracer qui nous permet de faire des simulations réseau comme si c'était en vrai, où j'ai simulé le réseau local matérialisé ici par ce rectangle où l'on a 4 équipements connectés dans ce réseau local. On va donc pouvoir simuler une communication entre deux équipements, par exemple entre ici laptop Michel et laptop 1, et voir ce qui se passe chez chacun de ces équipements, notamment du point de vue du modèle OSI. Petite note avant de continuer, lorsqu'on parle de box internet, on emploie justement le terme box parce que la box elle contient plusieurs choses différentes, dont un switch justement, un serveur DNS éventuellement, un point d'accès sans fil, etc., etc. Donc là il faut vraiment comprendre comme si on prenait notre box, on l'ouvre, on sépare les différents équipements, on regarde ce qu'ils font, et ainsi on pourra mieux comprendre comment tout se passe. Alors je sais que c'est un petit peu ambigu de dire qu'on va communiquer directement entre deux PC de la même maison, puisqu'on imagine qu'il suffirait par exemple de brancher une clé USB dans l'autre ordinateur et puis c'est bon, on peut partager les fichiers, mais il peut y avoir des cas, par exemple avec une imprimante partagée ou des choses comme ceci, où l'on souhaite vraiment partager avec le réseau directement des données entre deux équipements. Comprenez bien par là qu'il ne s'agit pas non plus d'envoyer des messages par Facebook, etc. C'est vraiment là une connexion directe dans le réseau local uniquement. Donc, si je clique ici sur le laptop Michel, eh bien je vais ouvrir un command prompt, un invite de commande, et je vais taper ping. Alors, j'espère que vous voyez à l'écran, et tout en bas la commande ici. On va faire un ping pour simuler cette communication. On peut le faire de manière différente, mais ping justement nous permet de tester la connectivité. On va demander à laptop 1, est-ce que tu es là? Laptop 1 va dire oui, je suis là. Ou non, d'ailleurs, il ne va pas répondre, mais en tout cas, on pourra établir une communication. Donc, je vais taper son adresse IP, qui est la 168.0.4, vous la voyez ici. J'appuie sur Entrée, le logiciel Cisco Packet Tracer est en mode simulation, il fait donc pause, et regardez bien ce qui s'est passé. Une petite enveloppe vient juste d'être créée ici, et en haut, il nous dit, on a le type ICMP, le protocole qui permet de faire ce ping, et il nous met pause. Il nous dit, alors attends, on a créé un petit message. Cliquons dessus, voyons ce qu'il y a dedans, et regardez, on a notre fameux modèle OSI avec les 7 couches. On a le in layers, c'est ce qui entre dans l'équipement. Ici en l'occurrence il n'y a rien parce qu'on envoie, on crée quelque chose et on l'envoie. Et donc en sortie, en out, on a créé ceci. Et regardez bien, on a rempli le niveau, la couche 1, la couche 2 et la couche 3. Si on reprend la couche 1, tout simplement, c'est pour dire que c'est ce câble noir ici, c'est le câble réseau connecté physiquement au laptop. Dans la couche 2, on a l'adresse MAC. On a ici l'adresse MAC source, qui est la 00E0, vous la voyez à nouveau ici, qui termine par 476B. Et l'adresse MAC de destination, c'est celle qui termine par 40DA, qui est celle-ci, celle que l'on veut viser. Alors là, il y a une petite note avant de continuer. On peut filtrer en fait dans le logiciel différents protocoles et donc il peut se passer beaucoup de choses avant ou après ce que je vous montre. L'idéal, c'est de comprendre ici justement ce ping avec ces différents points-là, mais il faut savoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Par exemple, un protocole ARP qui peut d'abord déterminer l'adresse MAC si elle n'est pas déjà en mémoire, si elle n'a pas été trouvée avant. Donc bref, retenez juste ici qu'il peut se passer d'autres choses pour remplir différents champs, mais que nous, ce qu'on fait pour l'instant, tout simplement, c'est qu'on envoie une requête ping à l'adresse IP en question. Étape suivante, l'enveloppe part, elle arrive sur le switch. Et là, regardez bien ce que le switch voit à présent. Il a eu un in, forcément c'est ce qu'il a reçu, et il a un out, c'est ce qu'il va renvoyer. Et vous voyez ici qu'il ne s'occupe plus du tout de l'adresse IP, il ne s'occupe plus du tout d'aucun autre layer, d'aucune autre couche. Lui, c'est un équipement de niveau 2, et il s'occupe donc juste des adresses MAC. Il a donc à nouveau l'adresse MAC source ici, la destination là, très bien, il se dit ah ben ça je connais, je l'ai déjà par exemple reconnu via notre protocole, je l'ai déjà mis dans ma table, je sais que ah oui c'est ce câble là qui est l'adresse MAC suivante, très bien, la 04 ici, j'envoie donc ça tout simplement. La lettre part, elle arrive au bon périphérique, lui redéplie à nouveau les couches, il se dit ah donc attends ça c'est bon, c'était pour moi, ok, l'adresse IP c'est la mienne, ah j'ai reçu un message ping, très bien, bon bah ce que je fais c'est que moi je renvoie une réponse tout simplement, le switch voit à nouveau la même chose mais bien sûr inversé, donc cette fois-ci on contacte laptop Michel, le message arrive à présent là, c'est donc celui-ci. Vous voyez, la flèche verte, elle dit que c'est bon, ok. Celui-ci a envoyé la réponse. Et dans sa réponse, eh bien, c'est tout simplement, oui, je suis bien là, je suis présent. J'envoie ça à partir
cette fois-ci de mon adresse 04, je l'envoie à 01 puisque c'est lui qui a voulu communiquer avec moi. Et ainsi de suite. Alors ça se fait 4 fois par défaut, je vais juste faire un reset simulation, et vous voyez ici les 4, on envoie une fois, on a une réponse, on a une réponse, on a une réponse, on a une réponse, 4 fois de suite, 4 paquets envoyés, 4 reçus, c'est parfait, on a réussi à communiquer. Et là, vous avez donc pu voir comment fonctionne un petit peu ce modèle OSI, où l'on déplie les couches en fonction du besoin. Le switch, lui, déplie seulement la couche 2, il arrive ainsi à faire ce qu'il faut. Eux, puisqu'ils étaient en ping, donc en niveau 3, ils sont allés jusqu'au niveau 3. Si on veut faire une requête HTTP, on va le faire dans un instant, eh bien on ira jusqu'au niveau 7. Petite note avant de continuer, on peut également ici imaginer que le switch est connecté à un point d'accès. Encore une fois, on ouvre notre box, on a plusieurs composants, dont le point d'accès Wi-Fi forcément, pour tout ce qui est communication sans fil. Donc ici on pourrait imaginer qu'il y a un smartphone, un autre smartphone, une tablette, etc. C'est matérialisé par des petits flèches, des petits pointillés comme ça, parce que ce sont des ondes tout simplement. Et donc on pourrait, alors je vais faire rapidement le test, on pourrait imaginer que l'on souhaite faire un ping sur le téléphone qui est la 07, donc je vais revenir ici. Le ping arrive là, et là regardez bien, on a quelque chose qui paraît bizarre, c'est que dès qu'on est arrivé là, le point d'accès l'est envoyé à tout le monde. Pourquoi? Eh bien c'est très simple à comprendre, c'est comme lorsque l'on parle à voix haute dans une salle, toutes les autres personnes l'entendent. C'est pas comme avec un câble où on pourrait imaginer que c'est, vous voyez, une sorte de communication très privée où seules les deux personnes branchées puissent communiquer. Ben là le problème c'est qu'avec les ondes, n'importe qui reçoit l'information. C'est vraiment des ondes qui traversent les murs, qui passent à travers tous les équipements, et c'est pour ça que ici on le voit comme ça, où les lettres arrivent partout. Bien sûr, ensuite celle-ci elle se dit ah ben non c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, et lui se dit ah tiens j'ai reçu quelque chose d'intéressant, c'est un ping, c'est pour moi, et pareil il renvoie ensuite son message, hop, par le point d'accès qui repasse de nouveau sur le switch, et ainsi de suite, qui retourne tout simplement au laptop initial, et c'est pareil, on a à nouveau fait notre ping. Maintenant imaginons un cas un peu plus réel, où l'on sort de notre réseau local à travers les routeurs, et on arrive sur Internet. Là, j'ai représenté, alors je sais pas, ah voilà, j'ai représenté ici par exemple le serveur web de Cyberini tout simplement, qui est autre part dans le monde, donc pas dans votre réseau domestique, c'est pour ça que c'est bien séparé ici, et il peut y avoir par exemple aussi un switch avec à nouveau divers équipements connectés, bref ça ne change pas. Il faut aussi imaginer qu'il n'y a pas un seul routeur, il peut y avoir beaucoup de routeurs à travers le monde qui vont se passer des informations jusqu'ici, jusqu'au serveur tout simplement. Le routeur, niveau 3 pour rappel, on va voir à présent ce que lui fait lorsqu'il reçoit les données. Donc on va faire pareil, on va essayer de rejoindre le serveur web Cyberini ici, et pour ce faire, eh bien, ce qu'on fait nous, c'est que on va ouvrir un navigateur et on va taper cyberini.com parce que nous on tape directement l'URL. On tape Go, on crée à nouveau notre petite lettre ici, et regardez bien cette petite lettre, elle est de type DNS. Pourquoi DNS? Parce que, vous l'avez vu, on a des adresses MAC, des adresses IP en réseau, on n'a pas vraiment de nom de domaine. Ça c'est utile pour nous en tant qu'utilisateurs, parce que comme ça on n'a pas besoin de retenir justement des adresses IP. Mais donc il nous faut un serveur DNS quelque part qui sache répondre à ça, qui se dise ah oui Cyberini je sais, c'est cette adresse IP là. Donc notre paquet ici, vous le voyez, il est rempli jusqu'au niveau 4 cette fois-ci, tout simplement parce qu'on a de nouveau le port ici en noir, on a de nouveau les adresses MAC, en l'occurrence celle-ci je ne l'ai pas notée, c'est celle du serveur DNS, c'est 0 à 5, l'adresse IP c'est également la 08, celle du serveur DNS ici, et on a le protocole UDP, port 53 pour être précis, qui est justement là où ça fonctionne au niveau DNS. Donc on envoie vraiment une requête DNS, alors je crois qu'on peut la voir plus précisément ici, on est message DNS, on fait une requête, query, on dit on veut Cyberini, c'est ce qu'on a tapé dans le navigateur, et on envoie donc la requête, on dit est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est cyberini.com? Très bien. Le message arrive, devinez qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive sur le switch? Eh bien à nouveau, lui il s'en moque de tout le reste, lui il se dit juste ah tiens j'ai eu quelque chose, on me dit le CA05, et là il y a une petite particularité, c'est que lui il dit je vais envoyer ça à tout le monde parce que je ne suis pas sûr de savoir à qui est où se trouve en fait ce serveur DNS. Donc il envoie ça à tout le monde
qu'il connaît du réseau local, là pareil, eux vont dire ah non, moi ça c'est pas mon truc, c'est pas mon adresse à moi, donc je connais pas, etc. Bon lui bien sûr il va encore à nouveau envoyer ça aux autres, c'est pareil, tout le monde va dire ah non ça c'est pas chez moi, c'est pas chez moi, et lui, alors là on l'a pas vu, mais du coup le serveur DNS lui, il répond, et il renvoie donc au switch le bon message, qui arrive à nouveau au bon endroit, et là regardez si j'ouvre de nouveau ceci, que je lis. Alors ça, vous n'êtes pas besoin de vous en occuper pour l'instant, c'est vraiment un détail très technique, mais vous avez DNS Answer que le serveur DNS a renvoyé, et il dit ah oui, cyberini.com, je connais, c'est la 123.123.123.123, voici l'adresse IP. Lui il se dit ah bah tiens, parfait, je vais donc pouvoir communiquer avec 123.123.123. Pour le coup, ce qu'il fait, c'est qu'il crée, vous voyez ici, une requête HTTP cette fois-ci. Il dit, bon, bah, très bien, alors je sais, c'est le 123, on va envoyer une requête HTTP sur le port 80 en TCP. Et vous voyez, le niveau 4, il est là, TCP. Source, c'est tout simplement pour se dire, attends, je veux recevoir la réponse sur un port que je viens juste d'ouvrir, 1028. La destination, c'est standard, c'est 80, c'est HTTP. Je veux tout simplement me connecter en HTTP sur ce port. Et vous avez, à nouveau, si on va dans les détails ici, la requête HTTP, tout simplement HTTP request, qui se dit on veut voir le site Cyberini, cyberini.com, vous voyez. Alors ici, il n'y a peut-être pas tous les détails qui s'affichent, mais c'est la requête HTTP qui est créée, qui est prête à partir, qui est impatiente ici. Donc on va la faire partir. Et à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller sur le switch. Le switch, lui, comme d'habitude, il connaît que ses adresses MAC, mais là il se dit celle-ci, je crois qu'elle est par là-bas, c'est le routeur qui va s'en occuper parce que c'est plus près du ressort du réseau local. La lettre, l'enveloppe part donc ici. Le routeur, cette fois-ci, va s'en occuper. Il est de niveau 3, donc lui, il va voir la couche 3 ici. Et il va se dire, ah bah tiens, ça tombe bien, alors qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du réseau 198.168.0.1, donc c'est mon interface ici, c'est tout ce qui représente ce réseau local, très bien, j'ai reçu ça de chez eux, et il me demande la 123. Bah ça tombe bien parce que moi je suis en connexion, en contact avec quelqu'un qui saura répondre. Il peut y avoir ici, comme j'ai dit, plusieurs autres routeurs, où l'un de ceux-là finira par savoir. Du coup, il se dit, bon, très bien, alors moi en IP, j'envoie ça là où il faut. Ici un switch, donc comme j'ai dit avant, il peut très bien y en avoir un. Il voit à nouveau que les adresses MAC, mais comme il est connecté au serveur web directement, il la connaît et il arrive donc à transmettre le message au bon endroit. Et donc le serveur web, lui, il va ouvrir, alors ici ça ne s'affiche pas jusqu'au layer 7 je crois parce qu'il y a trop d'informations, mais on peut à nouveau le voir ici. La requête est arrivée et lui ce qu'il va faire, c'est une réponse où il va, alors ici on ne voit pas, il va afficher, il va envoyer la page web tout simplement dans son enveloppe. Il la envoie, ça passe de niveau là, le switch a adresse MAC, tiens je sais c'est par là-bas, le routeur adresse IP, ouais je sais c'était ce réseau là, hop, ça arrive de nouveau au switch du réseau local en question, et là ça arrive au bon PC, parce que c'est pas votre frère à l'étage qui voudrait avoir la communication, et donc elle arrive là. Et donc, ici, si je retourne dans mon navigateur, vous voyez qu'on a cyberini.com qui vient tout juste de s'afficher. Là, vous avez vu vraiment en pratique le modèle OSI, les différents équipements et comment ça fonctionne en vrai. En vrai, entre guillemets, parce que bien sûr, je vous ai dit, il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs autres choses qui se passent, mais si vous avez retenu ça, c'est l'essentiel. Maintenant que vous êtes familier avec la base des réseaux informatiques, on va pouvoir y appliquer les liens avec la sécurité informatique de façon plus précise. Prenons le modèle TCP/IP pour bien comprendre. Dans chaque couche, il peut y avoir des vulnérabilités ou failles. Je vous réfère à la section plutôt dans ce cours qui explique les définitions. Il se trouve donc que de nombreuses vulnérabilités peuvent avoir lieu et elles sont surtout connues au niveau de la couche basse, celle de l'accès au réseau. Exemple le plus populaire, le réseau Wi-Fi. Si une personne arrive à entrer dans le réseau Wi-Fi sans autorisation, c'est ce que je disais précédemment, il arrive donc à lire les données qui circulent entre votre box et votre ordinateur, et bien il peut corrompre l'intégrité et la confidentialité des communications, nos fameux deux piliers de la cybersécurité. La cybersécurité réseau, justement, elle est très orientée sécurité des protocoles, et vous connaissez les fameux protocoles WEP, WPA, ainsi que toutes les déclinaisons qui voient régulièrement le jour. Ces protocoles agissent donc dans le niveau bas, comme je le disais, du modèle TCP/IP.
D'autres menaces visant d'autres protocoles existent évidemment, comme le protocole ARP qui permet justement à notre box de savoir où envoyer les données. Et en soi, il est très simple. Il permet de demander qui a l'adresse MAC de la machine ayant l'adresse IP truc. Me répondre à moi, merci. La box demande cela en broadcast, c'est-à-dire à toutes les machines connectées au réseau local, dans l'espoir qu'au moins une, typiquement celle qui possède la dite adresse IP, réponde. Et puis, dès que la box a la réponse, elle envoie les données. Sauf que si une machine pirate répond plus vite, la box internet elle va le croire sur parole, car n'importe qui en fait peut donner une réponse pour quelqu'un d'autre. On arrive là dans l'attaque dite d'ARP spoofing, dans laquelle un pirate dans votre réseau local pourrait écouter ou contourner vos communications et par exemple voir le mot de passe qu'on a vu précédemment. Ensuite, un autre type d'attaque réseau populaire, ce sont les dénis de service. Ils peuvent concerner plusieurs couches, mais surtout les couches réseau et transport. Si l'on imagine que 100 000 personnes envoient des données en même temps vers une même machine, eh bien elles surchargent tout simplement. Comme vous, si vous recevez 100 000 lettres dans votre boîte aux lettres dans la journée, vous ne pouvez pas toutes les traiter et vous allez manquer les lettres officielles. La sécurité réseau au niveau architecture est donc également un point fondamental. On va ici opter pour des systèmes de répartition de charges, de mitigation de trafic, etc. La sécurité réseau n'est donc pas que logicielle, elle est aussi matérielle. Et enfin, la sécurité réseau peut également s'appliquer au niveau des protocoles utilisés naturellement, et certains peuvent être faillibles et être contournés. Par exemple, pour gagner un accès privilégié au système sous-jacent. D'autres peuvent faire fuiter des informations sensibles, etc., etc. On va ici pouvoir appliquer des règles de pare-feu ou utiliser des systèmes de détection ou de prévention d'intrusion. Cela implique une double connaissance fondamentale dans la sécurité réseau, l'architecture et la mise en place, par exemple, les modes de fonctionnement d'un pare-feu, et ensuite le fonctionnement des protocoles pour savoir techniquement comment sont traitées les données pendant leur transmission et savoir par exemple les extraire pour les étudier ou créer des versions plus sûres. Si vous souhaitez donc évoluer dans le hacking réseau, vous pouvez donc commencer par vous orienter vers les différents protocoles des modèles OSI et TCP/IP, notamment ceux qu'on a vus, puis d'étudier leurs faiblesses et les moyens de correction qui existent. Cela impliquera une petite mise au point préalable sur les différents types et topologies réseau en amont tout de même, et vous trouverez des ressources gratuites pour commencer à partir du début sous cette vidéo.